Bonjour et bienvenue dans l'agriculture en question, votre rendez-vous quotidien pour mieux comprendre l'agriculture et ses enjeux. Aujourd'hui, zoom sur l'élevage, thème très sensible depuis plusieurs années auprès du grand public notamment. Pour en parler, j'accueille Caroline Guinaud. Bonjour. Vous êtes responsable de la commission enjeux sociétaux chez Interbev. Jean-Claude Périquet également, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes président de la Fédération française de volailles. J'accueille également Denis Perrault, éleveur de brebis. Et vous êtes aussi secrétaire national de la Confédération paysanne. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Didier Villemain. Didier Villemain, vous êtes charcutier, donc vous êtes plutôt à la fin de la chaîne de l'élevage. Vous êtes charcutier dans les Ardennes, voilà, avec spécialisé dans quel type de charcuterie? Le jambon sec, tous les produits de salaison, le saucisson. Très bien. Au programme de cette émission, l'élevage, donc, sous toutes ses coutures. On fera un point à l'aide de nos journalistes sur la situation aujourd'hui, en se posant 4 questions clés, 4 questions pour questionner en premier temps la pollution engendrée par l'élevage animal, également l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage, également grande question, c'est l'élevage intensif, comment élever ces animaux d'une manière plus ou moins intensive, ou encore la montée en puissance du véganisme ces dernières années. Alors surtout, n'hésitez pas à réagir tout au long de cette émission sur Twitter avec le hashtag #FréquenceESJ ou en tapant #FréquenceESJ dans votre barre de recherche pour poser toutes vos questions pendant ce débat. On est parti pour 1 heure ensemble dans l'agriculture en question. Et pour cette première partie, on va faire un premier point sur les chiffres de l'élevage, son évolution en France. Vaches, moutons, poulets, porcs, ils sont nombreux à habiter nos campagnes. Retour donc en chiffres avec Yanis Darras sur l'élevage français. Bonjour Bastien, la France c'est une terre d'élevage, c'est bien connu, et avec 19 millions de bovins dans notre pays, nous sommes le premier cheptel de l'Union européenne. Parmi ces 19 millions d'individus, on compte notamment 3,7 millions de vaches laitières. Ces chiffres globalement n'ont pas trop évolué depuis 2014. Le lait, justement, qui représente 36% des principales productions animales sur notre pays, d'après le ministère de l'Agriculture, devant la viande bovine notamment, qui truste la 2e place avec près de 22% de la production animale sur notre territoire. Aux côtés des bovins, on compte également 13,7 millions de porcs dans notre pays. Fin 2018, seulement un peu plus d'1 million d'entre eux sont en fait détruits. Et l'autre star en France, c'est incontournable bien sûr, c'est la volaille. On en compte plus de 144 millions à travers notre pays. Excusez-moi, je perds mes feuilles. Dans l'Hexagone, et oui, et puis dans une moindre mesure, bien sûr, on enregistre tout de même 7 millions de moutons. Alors forcément, vous allez me dire, pour élever tout ce petit monde, il en faut du monde justement. Et on compte près de 922 000 exploitants agricoles en France, dont 581 000 exploitants de ferme. Ils représentent en réalité 63% de la masse salariale du secteur, mais c'est néanmoins 23% de moins qu'il y a 13 ans déjà. Et à l'image du nombre d'agriculteurs, le nombre d'animaux élevés en France a lui aussi fortement diminué ces dernières années. Et oui, c'est notamment le cas du côté des bovins. Bastien, on parle en moyenne d'1,5 million d'individus en moins en 25 ans. On comptait par exemple en 1995 20,5 millions de bovins dans notre pays, contre à peine 19 millions aujourd'hui. Et même constat du côté de l'élevage porcin, au début des années 2000, on en comptait quasiment 15 millions, contre à peine 14 millions aujourd'hui. Alors le seul secteur qui s'en sort plutôt bien, c'est celui de la volaille. Pour preuve, on en consomme toujours plus. En moyenne, 26 kilos de volaille par an et par personne. C'est un chiffre en réalité en augmentation de 54% par rapport à 1980. La volaille qui se classe d'ailleurs à la 2e position des viandes préférées des Français, juste devant justement la viande de bovin qui avec une augmentation et une consommation annuelle de 25 kilos par personne et par an est à la 3e position. C'est néanmoins 25% de moins qu'il y a déjà 40 ans. Et ce n'est pas assez néanmoins pour battre justement la viande porcine, la viande préférée des Français. En France, en moyenne, pour information, on mange 32 kilos de cochon par an et par habitant. Merci Yanis Darras pour ces précisions, cet état des lieux de l'élevage en France aujourd'hui. Avec tous ces chiffres, on aura l'occasion à chaque partie de cette émission, à chaque nouvelle question posée, d'avoir un éclairage de la part de nos journalistes. Et bien sûr, cet élevage, il amène de nombreuses questions qu'on aborde tout de suite.
Bien sûr, cet élevage a un impact, il a un impact écologique notamment. Alors aujourd'hui, l'agriculture de l'élevage, en tout cas l'élevage des animaux, est-il trop polluant? Caroline, vous qui êtes à Interbev, comment est-ce que se traduit par exemple l'élevage des bovins aujourd'hui en France? Alors déjà, peut-être rappeler quelques éléments sur le modèle d'élevage français de bovins qui est un peu spécifique dans le monde, puisqu'on est encore sur des élevages familiaux. Qui sont on a une moyenne de 60 vaches par élevage, ce qui est bien différent des images qu'on peut voir parfois à la télévision de grands feedlots américains. On est aussi sur des élevages qui sont très autonomes, puisqu'en moyenne 90% de l'alimentation des bovins est produite sur l'exploitation, ce qui permet à la fois de nourrir le cheptel. Mais alors, donc il y a des élevages à taille humaine, donc 60, mais il y a aussi des élevages qui sont beaucoup plus grands, des élevages où on a beaucoup plus de bêtes, et là où l'impact peut être beaucoup plus important. Alors, 98% des élevages français ont moins de 150 vaches. Donc, je ne sais pas à quel type d'élevage vous faites référence. Mais en France, on est sur des élevages à taille humaine. Pour finir, on est aussi sur des élevages largement basés sur l'herbe, puisque la ration du bovin viande est composée à 80% d'herbe. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux à repréciser quand on parle d'impacts environnementaux, parce qu'on parle souvent de l'impact négatif des bovins qui ruminent, donc qui contribuent en effet au changement climatique, mais on parle plus rarement de leur impact positif sur le paysage, la biodiversité. Lesquels par exemple? Alors voilà, le paysage, la biodiversité. Quand on a des prairies, on a des haies autour. Les prairies, ce sont des surfaces avec de l'herbe en permanence, donc c'est bon pour la qualité des sols, c'est bon pour la qualité de l'eau, ça stocke du carbone. Et ce sont aussi des espaces, quand ils sont notamment pâturés, qui sont très riches en biodiversité, plus riches que la forêt. Et ces impacts-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on en parle beaucoup plus rarement que des impacts négatifs qui peuvent être calculés de manière un peu simpliste. Denis Perrault, vous qui êtes éleveur donc de brebis, est-ce que vous voyez cet impact aussi au jour le jour quand vous élevez vos bêtes par exemple? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit madame. L'élevage français se fait massivement à l'herbe. Au moins l'élevage des herbivores, comme leur nom l'indique, mange de l'herbe. Donc tout ce qui est stockage carbone, impact sur la flotte, enfin, ce que dit madame, est en général sous-estimé quand on parle d'élevage. Après, il reste l'élevage des monogastriques, des cochons et des volailles, dont on a tendance à moins en parler parce qu'ils n'émettent pas de gaz à effet de serre en ruminant, mais je crois que leur impact n'est pas du même ordre que celui des ruminants. Mais alors, comment est-ce que, Monsieur Périquet, vous qui élevez plutôt en amateur des volailles, vous n'êtes pas donc à une taille de production industrielle. Comment est-ce que ça se traduit chez vous, l'élevage? Est-ce que vous considérez beaucoup pollué ou peu quand vous élevez vos bêtes? Alors effectivement, je représente les éleveurs amateurs, c'est-à-dire des gens qui élèvent de façon familiale et en plein air, de façon traditionnelle, leurs animaux de race pure pour les préserver, et non pas les gens qui élèvent de façon intensive. Cependant, pour les défendre, je dois dire qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il fallait quand même nourrir une population tout de suite et rapidement. Donc, il ne fallait pas à cette époque condamner les élevages intensifs, c'était un besoin. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est moins un besoin. Oui, est-ce que maintenant, la Seconde Guerre mondiale est passée, il y a peut-être moins ce besoin de nourrir une population de façon urgente. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers un élevage plus raisonné, des infrastructures encore plus modestes pour limiter l'impact écologique? Voilà, effectivement, il faut aller vers des élevages plus raisonnables, entre guillemets, mais il faut y aller progressivement. Il ne s'agit pas de vouloir casser tout d'un coup, parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent de l'aviculture. Il ne faut pas saboter leur métier. Donc progressivement, lentement. Il faut aussi que les consommateurs soient prêts. Parce que peut-être que les œufs ou la viande seront plus chers à ce moment-là. Il ne s'agit pas de dire je veux des œufs, ceci, cela, mais il faut payer.
Et ça, justement, vous qui êtes du côté des consommateurs, Didier Villemain, je rappelle que vous êtes charcutier. Est-ce que vous voyez des clients, peut-être, qui sont soucieux d'acheter des viandes qui seraient moins polluantes, ou en tout cas, vos clients qui veulent savoir comment a été produite la viande, mais non seulement sur sa qualité, mais aussi sur son impact sur l'écologie? Alors avant dans le magasin par exemple il y avait les gens posaient pas de questions à propos de l'élevage, des conditions d'élevage, de l'alimentation, alors que là en fait ça devient de plus en plus souvent. Et en fait on voit qu'on a un mode de consommation qui est complètement différent et les gens s'intéressent beaucoup plus à notre fabrication, aux produits qu'on utilise, aux éleveurs. Enfin ils nous posent des questions qui sont vraiment concrètes par rapport à l'élevage. Et comment ça se traduit? Est-ce que vous avez par exemple des gammes spéciales ou des produits où vous savez, vous connaissez exactement la provenance, comment ça a été produit et l'impact écologique de vos produits? Alors nous personnellement on travaille avec un groupement d'éleveurs qui nous produit un certain nombre de porcs par an sur lequel on s'est engagé à acheter tout l'ensemble des porcs. Alors c'est aussi plus compliqué parce qu'en fait en tant qu'artisan on doit, si on a un partenariat avec un agriculteur, on doit prendre la bête entière et en fait on doit savoir transformer la bête entière. C'est-à-dire à la fois du pied pané en passant par le fromage de tête, l'andouillette. Ça c'est une difficulté mais qui est simple pour nous dans l'artisanat. Par contre, aujourd'hui, on a une demande qui est beaucoup plus haut de gamme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on sait qu'il y a un prix de revient par rapport à l'éleveur qui a besoin aussi d'en vivre. Et aujourd'hui, on sait que nous, si par exemple l'augmentation elle n'est que de 50 centimes ou même plus, on sait que la demande du client fait que si on arrive à justifier de où ça vient, comment c'est élevé, tout ça, en fait, on arrivera à vendre au juste prix pour que tout le monde puisse vivre. Et justement, Caroline Guinaud, vous qui êtes à Interbev, est-ce qu'il y a vous êtes en charge des enjeux sociétaux là-bas? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, des projets pour aider peut-être les éleveurs à réduire cet impact, même si vous nous dites que la plupart des exploitations sont plutôt modestes, mais est-ce qu'il y a quand même des initiatives, quelles pistes on a pour aller plus loin de ce côté-là? Alors en effet, on a mis en place un programme qui est assez ambitieux puisqu'il s'agit de réduire l'impact carbone de l'élevage bovin de 15% en 10 ans. Ça s'appelle Live Beef Carbone. Et donc on déploie sur les exploitations françaises un diagnostic environnemental multicritères où on regarde les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le stockage de carbone, l'impact sur l'eau, sur l'air, la biodiversité. Et on essaye d'améliorer l'ensemble des paramètres sans dégrader les atouts qui sont reconnus par ailleurs. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on peut améliorer ses performances? Comment est-ce qu'on peut amener une ferme à moins polluer? Parce que on peut se dire, quoi qu'il se passe, les animaux continueront à émettre la même quantité, ou alors on ne peut pas encore plus optimiser l'élevage. Alors il y a des pistes pour être toujours plus autonome en aliments des animaux. Être toujours plus autonome en engrais aussi, puisque vous savez que les animaux produisent de l'engrais naturel par leur fumier. Donc c'est déjà utilisé comme fertilisant naturel, mais on peut toujours mieux le valoriser pour éviter l'achat d'engrais de synthèse. Il y a aussi des pistes pour produire des protéines végétales françaises pour nourrir les animaux. Et puis, de façon plus générale, gérer la bonne santé du troupeau. Ça va dans le bon sens, parce que des animaux qui sont en bonne santé, qui ruminent bien et qui grandissent bien, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre par kilo de viande. Denis Perrault, vous, dans votre élevage, est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place? Est-ce que vous avez suivi peut-être une de ces recommandations? Est-ce que vous essayez de réduire l'impact au maximum? Oui, évidemment. Parce que pour réduire l'impact, pour moi, il faut augmenter la longueur du pâturage, la durée où les bêtes vont dehors manger de l'herbe toutes seules. Donc, à plus on allonge cette période de pâturage, moins l'impact est important sur la planète. Mais ce que je voudrais dire par rapport, on cause beaucoup de l'élevage industriel et de son impact sur le climat. Mais il ne faut pas oublier que si on a des élevages industriels, bon, comme monsieur l'a dit, c'est parce qu'il y a des clients en face. Si les gens arrêtent de manger du poulet, il ne va plus se monter de poulailler. Et on peut produire du poulet pas cher parce qu'en amont, il y a eu l'industrialisation du monde végétal. Donc c'est un peu gênant. On a su le stand de l'UIPP, mais il y a
si les céréales étaient moins intensifiées et soit à un prix un peu plus élevé, le prix des monogastriques monterait aussi, et l'équilibre entre viande rouge et viande blanche se rééquilibrerait, et on arrêterait de produire pour vendre du cochon ou du poulet pour l'exportation. Pour vous, aujourd'hui, vous êtes encore trop dépendant des prix des céréales pour pouvoir réduire l'impact. C'est les céréaliers qui vous empêchent pour l'instant de pouvoir faire ce travail. Qui nous empêchent, n'exagérons pas, mais les poulets et les cochons sont essentiellement des granivores, au moins dans les types de conduite qu'on met en place en ce moment, dans le système qu'il y a actuellement. Et le prix de l'aliment dépend directement du prix des céréales, qui dépend de l'intensification qu'il y a eu en amont. Très bien. Voilà pour le pan sur la pollution produite par les différents élevages. On va maintenant passer par une question importante. Est-ce qu'on peut élever sans antibiotiques ? Alors on le sait, la résistance des maladies aux antibiotiques peut être une source de problèmes aujourd'hui pour les éleveurs et les vétérinaires. Alors pour lutter contre ce phénomène, est-ce qu'il ne suffirait juste pas de limiter l'utilisation de ces fameux antibiotiques, mais peut-on vraiment s'en passer ? Axel Savoie, vous nous faites un état des lieux de l'utilisation des antibiotiques en France. 471 tonnes, c'est le volume total d'antibiotiques vendus en France en 2018. Si vous vous demandez si ce chiffre est énorme, eh bien non, bien au contraire, ce chiffre ne fait que baisser. Depuis 2011, les ventes d'antibiotiques ont diminué de plus de 48%. Ces médicaments sont en grande partie destinés aux animaux voués à finir dans nos assiettes. Par exemple, en 2018, 35% des antibiotiques vendus étaient à destination des porcs, 29% pour les bovins et 18% pour les volailles. Quant à l'utilisation de ces antibiotiques, parce qu'attention à bien faire la différence entre la vente et l'utilisation, l'ANSES a enregistré une légère hausse entre 2017 et 2018, après plusieurs années de baisse tout de même. Là aussi, depuis 2011, l'utilisation de ces antibiotiques a fortement diminué, de plus de 38% ici. Et là aussi, ce sont les porcs, les bovins et les volailles qui sont le plus exposés. Alors comment expliquer ces chiffres ? Tout simplement grâce à la mobilisation des pouvoirs publics. En 2012, le ministère en charge de l'Agriculture a lancé le plan Éco-Antibio qui visait à une réduction de l'usage des antibiotiques de 25% sur 5 ans. Objectif atteint avec une réduction de plus de 36%. Et en 2017, un deuxième plan Éco-Antibio a vu le jour. Celui-ci entend faciliter le recours à des traitements alternatifs aux antibiotiques, à améliorer la prévention des maladies animales et à communiquer et former sur les problématiques qui entourent ces maladies et les antibiotiques. L'objectif des pouvoirs publics maintenant est de continuer sur cette lancée, à consolider les acquis du premier plan Éco-Antibio et pourquoi pas faire adopter ces normes au niveau européen et international. Merci Axel Savoie pour toutes ces informations à propos des antibiotiques. Monsieur Périquet, vous qui êtes éleveur donc à petite échelle donc de volailles, est-ce que vous utilisez dans votre vie de tous les jours des antibiotiques pour vos bêtes ? Alors, pour nos animaux qui sont essentiellement des animaux de concours, on a intérêt à ce qu'ils soient en bonne santé pour se présenter au concours, évidemment. Alors, évidemment, nos éleveurs utilisent, à l'aide des vétérinaires, évidemment, quand il le faut, des antibiotiques. On ne peut pas laisser des animaux malades. Mais on préconise surtout de les élever, disons, de façon naturelle pour que leur organisme s'habitue quand même à combattre d'eux-mêmes les maladies. C'est ça que l'on privilégie. Mais enfin, s'il y a besoin, on utilise de temps en temps les antibiotiques. Mais vous essayez de réduire au maximum pour pouvoir avoir des défenses immunitaires chez les animaux. On a vu depuis 2011, moins 38% dans l'utilisation d'antibiotiques. Caroline Guinaud, est-ce que vous l'avez ressenti, cette baisse des antibiotiques dans l'élevage bovin, et pourquoi il y a eu ce changement ? Pourquoi ce rétropédalage à ce niveau-là ? Alors, je ne l'ai pas senti personnellement, mais non, excusez-moi, c'était une blague. Non, en fait, tous les professionnels, en effet, se sont mobilisés pour réduire l'usage d'antibiotiques, et ça s'est fait énormément avec la profession vétérinaire et qui suit les élevages. Il y a un suivi sanitaire annuel qui vise justement à apporter du conseil et faire au maximum de la prévention. Après, les bovins,
est une espèce qui utilise des antibiotiques avec beaucoup de parcimonie. Et il y a tout un ensemble de mesures de prévention qui peuvent être mises en place dans la conception des bâtiments, dans l'alimentation des animaux, pour prévenir au maximum des maladies et éviter les traitements ponctuels avec les antibiotiques. Alors, on a donc ces traitements, ils baissent, mais ils sont toujours là. Est-ce que c'est pas un petit peu, ça reste pas dangereux pour l'humain d'avoir des animaux qui sont autant traités dans certains cas? Monsieur Perrault, vous, dans votre élevage ovin, comment est-ce que vous utilisez les antibiotiques et est-ce que vous avez peur qu'il y ait une incidence des fois sur la consommation humaine? Oui, j'utilise les antibiotiques parce que j'ai parfois des bêtes malades et puis que les antibiotiques peuvent aider à les soigner. Par contre, j'essaie dans la mesure du possible de les traiter avec de la phytothérapie par exemple. Mais du coup, je suis souvent à la limite de la légalité parce que c'est un peu compliqué légalement parlant de Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle forme de phytothérapie des huiles essentielles ou des préparations à base de plantes. Enfin bon, ça remplace pas forcément, c'est pas forcément miraculeux non plus, mais à mon avis, il y a tout un travail à faire là-dessus. Mais justement, vous voyez des effets avec ces produits parce que certains ne jurent que par les antibiotiques, mais il y a des méthodes alternatives. Il y a de l'homéopathie pour les animaux, il y a les huiles essentielles que vous utilisez. Est-ce que vous voyez une réelle utilité? Est-ce que vous voyez les effets sur vos animaux? Oui, on voit les effets sur les animaux, mais c'est ce que je disais, c'est pas un remède miracle. Il y a des moments où il faut vraiment un traitement que j'appellerais de choc avec un antibiotique qui fasse vraiment... la phytothérapie ou ces médecines alternatives demandent d'être extrêmement observateur, très réagir tout de suite. On a beaucoup moins de souplesse au niveau des laits qu'avec un antibiotique. Donc on est parfois obligé d'avoir recours aux antibiotiques. Ça, c'est, à mon avis, pour le moment, difficile. Enfin, il y a des éleveurs qui s'en passent, mais à mon avis, c'est quand même délicat. Et par rapport aux résidus, il y a quand même des délais d'attente qui sont relativement importants. Quand on est en bio, parce que même les antibiotiques sont autorisés aussi en bio, avec prescription médicale. Même si vous essayez de réduire au maximum les antibiotiques, il y a un moment où il semble indispensable et le choix est vite fait entre utiliser les antibiotiques et perdre une bête. Voilà. Donc, mais les délais d'attente sont de l'ordre de 1 mois, parfois 2. Et pour les gens en bio qui utilisent des antibiotiques, le délai d'attente est doublé. Donc, on se retrouve par exemple avec des délais d'attente de 120, enfin quasiment de 6 mois. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a a priori plus de danger pour le consommateur. Caroline Guinaud, les méthodes alternatives, est-ce que vous y croyez? On a de l'homéopathie, de la thérapeutie, des traitements de fond pour éviter que les bêtes ne tombent malades. Est-ce que c'est des méthodes qui vous êtes convaincu par ça ou vous dites c'est un petit peu du travail de charlatan et ça ne fonctionne pas? Oh là là, je ne suis pas du tout compétente pour avoir porté un avis là-dessus. Ce que j'entends du terrain, c'est qu'il y a des éleveurs qui utilisent ces méthodes et pour qui ça fonctionne bien. Ouais, ils en sont satisfaits, voilà. Après, je suis pas vétérinaire et je ne peux pas porter un avis là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on a des remontées sur l'utilisation de ces techniques en complément de techniques traditionnelles, enfin de méthodes traditionnelles comme les antibiotiques. Et ça semble fonctionner dans certains cas, oui. Didier Villemain, dans votre charcuterie, à peu près un peu sur la même lancée que la question de tout à l'heure sur l'impact écologique des animaux, est-ce que vous avez des clients qui vous demandent est-ce que les animaux ont été traités avec des antibiotiques, qui veulent savoir s'il peut y avoir des résidus dans la viande qu'ils consomment? On n'a pas trop de questions directement comme ça, c'est plus au niveau des conditions d'élevage et des conditions d'alimentation. Après, je pense qu'on avait un mode d'élevage et on peut pas arrêter aujourd'hui les antibiotiques sans changer le mode d'élevage. Pour vous, c'est impossible. Non, c'est pas que c'est impossible. C'est pas que c'est impossible. Si on propose un autre mode d'élevage, on a eu une concentration d'animaux. Forcément, on a concentré les maladies, on a concentré les microbes, et forcément, on a développé les antibiotiques. Aujourd'hui, si on change le mode d'élevage et on revient au plein air, on revient à des choses comme ça, on aura certainement des bêtes beaucoup plus résistantes et beaucoup plus adaptées à la nature, et on aura certainement naturellement moins besoin d'antibiotiques.
Mais ce que vous nous proposez là, c'est des travails colossaux. Les agriculteurs, les éleveurs n'ont pas forcément les moyens de changer totalement leur méthode d'élevage. Aussi d'avoir la place, tout simplement, pour aller vers ce type d'élevage. Denis Perrault, vous, comment sont élevées concrètement vos bêtes? Est-ce qu'il y a des risques, beaucoup de concentration, par exemple de microbes, dans un espace clos, et ce qui favorise l'arrivée de maladies et donc le recours aux antibiotiques? Non, bon, moi j'ai un système que certains qualifient déjà d'industriel parce que je suis en agneau de bergerie, donc les agneaux naissent au mois de novembre et ils mangent du grain pour être en principe bons à vendre au moment de Pâques. Et donc les brebis sont dehors chez nous en l'âge relativement tard parce qu'on est à 400 mètres d'altitude, donc elles sortent au 15-20 avril. En principe, elles sont dehors jusqu'à l'agnelage fin octobre, début novembre. À part l'année dernière, il faisait très sec et je les ai rentrés au 1er juillet. Donc il a fallu nourrir en bâtiment. Après, il y a la mise basse. C'est ce moment-là où il y a le plus de risques d'infection. Donc on désinfecte les nombrils, on désinfecte les boucles d'identification. Après, globalement, s'il n'y a pas... il y a 3-4 brebis par an, ça fait 2% à peu près, parce qu'il y a un bon 200 brebis. Il y a 3-4 brebis par an qui ont des antibiotiques parce qu'elles ont eu un problème à l'accouchement ou ce genre de truc, quoi. Donc c'est toujours à cette période où il y a une concentration des bêtes au même endroit que les maladies apparaissent la plupart du temps. Est-ce que réduire peut-être la taille de votre élevage pour qu'il y ait moins de concentration et donc moins de risques, c'est une idée que vous seriez prêt à accepter, ou pour vous c'est impossible rentablement? Personnellement, j'ai déjà réduit, j'étais monté à 300 brebis, je suis redescendu à 230, 40. Au niveau de l'usage des antibiotiques, j'ai rien vu. Au niveau de la santé des animaux, du bien-être des bestioles, des animaux dans le bâtiment, du bien-être du paysan, où les lots étaient beaucoup moins serrés, j'ai réellement vu une différence et je crois que tout le monde s'est porté mieux, que ce soit les moutons ou moi. Par rapport à réduire après, ça dépend des conditions qu'on veut y mettre. Si je crois qu'à peu près tous les paysans sont prêts à évoluer, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on les accompagne. On ne peut pas du jour au lendemain, si on est censé sortir 10 000 poulets tous les 3 mois, les emprunts sont en face, il faut sortir 10 000 poulets par les 3 mois, à part si on nous accompagne pour faire la mutation de l'agriculture dont on va avoir besoin. Merci pour donc cette partie sur l'utilisation des antibiotiques. On va maintenant passer à la question de l'élevage intensif. Et concernant l'élevage intensif, aujourd'hui, plusieurs associations écologistes ou de défense de la nature, comme L214, basent leur communication sur la dénonciation de l'élevage intensif et des techniques qui en découlent à travers plusieurs vidéos sur Internet. Cette pratique est décriée. Hugo Franceschi. Oui, Bastien, on va essayer ensemble de définir rapidement ce que peut être l'élevage intensif. Alors, si on s'en fie à la définition du dictionnaire Larousse, l'élevage intensif est une forme d'élevage dit industrialisé. Il vise à augmenter le rendement d'un élevage d'animaux sur l'exploitation ou en s'affranchissant de son environnement naturel. Par exemple, ça peut passer par le confinement. Voilà, on enferme des animaux dans des grands hangars ou des grands entrepôts. Ce type d'élevage a de bons côtés, il faut le dire aussi, car il permet de gagner plus d'argent et dans un contexte d'augmentation de la population mondiale, il permet aussi de nourrir les masses. D'ailleurs, ce type d'agriculture, il faut le rappeler, a été démocratisé à l'époque de la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque donc où le continent, le vieux continent est plutôt encore exsangue et puis aussi totalement en proie à la famine. Et on peut dire que ça fonctionne. Aujourd'hui, en France, 82% des volailles sont produites en élevage intensif, 89% pour les cochons. Et au total, c'est plus de 286 millions de tonnes de viande qui, chaque année, sont produites en France et qui viennent donc d'un élevage intensif. Pourtant, il faut quand même le dire,
On pourrait se dire, ah, youpi, alléluia, de la bidoche pour tout le monde. Et pourtant, non, ce n'est pas le cas. Il faut bien noter qu'il y a un envers du décor. Les animaux sont plus souvent mis sous médicaments. Leur entassement provoque plus de maladies. Et on note aussi plus de signalements de maltraitance animale sur ces espèces qui, justement, grandissent en élevage intensif. Alors après, pour terminer là-dessus, on peut dire que le dilemme n'est pas réglé, puisque pour de nombreux agriculteurs, l'élevage intensif est différent de l'élevage industriel. Là, je vous laisse Bastien creuser la question. Merci Hugo Franceschi. Alors, l'élevage intensif, est-ce qu'on peut s'en passer, Didier Villemain, dans votre travail? Est-ce que vous pourriez faire autant proposer de produits à vos clients si l'élevage intensif n'existait pas et si on passait à des élevages à taille humaine avec moins d'intensivité? Alors je pense qu'en fait, on a tout type de clients avec des budgets qui sont complètement différents. Aujourd'hui, il y a une clientèle qui est... Enfin, la clientèle à qui moi je m'adresse, c'est une clientèle quand même qui a un peu les moyens et qui est prête à mettre le prix pour avoir de la viande de qualité. Donc, alors que toute la clientèle n'est pas comme ça économiquement. Donc il y aura forcément des élevages qui seront toujours industriels, qui produiront des produits qui seront vendus à des prix industriels. Pour vous, c'est le mauvais côté de la grande distribution? Bien sûr, c'est quand même le client à la fin qui décide. Quand il arrive dans le rayon, c'est lui qui décide de ce qu'il achète. Mais quelle différence de prix concrètement on peut avoir sur un produit qui a été fait en élevage intensif et un qui a été élevé avec plus de soins et une meilleure qualité? Aujourd'hui, ça peut aller du simple au double. Quand on voit la viande, là, qu'on nous a mis des étoiles pour classer les catégories de viande. Et aujourd'hui, quand vous avez une vache laitière qui a fait 12 lactations et que le Romsteak il a 3 étoiles et qu'à côté de ça, nous on vend de la génisse blonde d'Aquitaine et elle est aussi considérée 3 étoiles. Enfin, je sais pas, pour le consommateur, on peut plus rien comprendre, quoi. Denis Perrault, est-ce que votre élevage, vous le considérez comme intensif? Oui, je le considère comme intensif, mais après, ça dépend de ce qu'on appelle intensif. Il faut faire attention, je crois, entre l'amalgame entre intensif et industriel. Parce que le petit paysan qui a 100 poules pondeuses et qui fait de la vente directe, il est obligé d'intensifier. Il faut que ses poules, elles pondent, il faut que tous les facteurs soient optimum s'il veut gagner sa croûte. Il n'y a quand même pas de mystère. Et il peut produire ses céréales lui-même, faire sa farine, faire tout lui-même, avoir le lien au sol. Il est loin d'être industriel, mais il est quand même intensif. Pour vous, c'est une nécessité, on est obligé de passer par là? Pour les brebis, c'est pareil. Je pourrais les laisser avec le bélier tout le temps et puis les laisser vaquer dans la plaine. Non, il arrive un moment où le but, c'est quand même d'avoir des agneaux à vendre et de faire en sorte d'optimiser les facteurs pour vendre les agneaux. Donc, pour moi, il y a une grosse différence entre l'intensification qui est inhérente au système économique quand même, et l'industrialisation qui est aussi inhérente au système industriel, mais où il n'y a plus de lien au sol, où il y a une génétique hyper poussée. Pour vous, en fait, il faudrait une remise en cause du système comme il est aujourd'hui? À mon avis, il va falloir qu'on arrive à une remise en cause du système, mais ça ne se fera pas contre les paysans, parce que le paysan qui a monté un atelier comme ça, c'est peut-être parce qu'un jour, il a voulu conserver un emploi sur sa ferme et puis qu'il s'est dit c'est un bon moyen d'assurer un emploi sur la ferme. Enfin, les paysans y ont été par choix, mais ils n'y ont pas été par idéologie, quoi. Derrière, il y a tout l'agrobusiness et toute la société qui a poussé à ce truc-là, et on ne va pas en sortir du jour au lendemain et sans accompagnement. Caroline Guinaud, est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de l'élevage intensif comme on le connaît aujourd'hui? Est-ce qu'on peut aller vers d'autres manières de produire en remettant, par exemple, le système à plat, en repartant sur d'autres méthodes? Alors, moi, je voudrais qu'on dézoome un peu, qu'on reparte à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, les bovins, ils sont élevés dans des fermes de 20 000 à 100 000 têtes. En France, 60 vaches. Soit 80% d'herbe, 90% de l'alimentation produite sur les fermes. Je m'inscris en faux, il n'y a pas d'élevage industriel de bovins et d'ovins en France. C'est pas forcément parce qu'aux États-Unis ils font plus, ou dans d'autres pays, que les conditions pour les animaux en France ne sont pas sont au meilleur, même si c'est des élevages bien plus modestes. Ah, mais si on parle des conditions d'élevage, oui, il y a toujours des choses à améliorer. Mais moi, je parle du terme que vous utilisez, intensif ou industriel. Je pense qu'il faut vraiment relativiser ce terme-là. On est toujours l'intensif de quelqu'un, et je voudrais qu'on dézoome, parce qu'on est quand même en concurrence avec des viandes qui viennent de plus en plus d'Amérique,
et qui sont issus d'élevages pour le coup complètement industriels, quoi. 20 000 à 100 000 bovins, je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc après, si votre question c'est comment on améliore les conditions d'élevage, alors là, oui, on met en place un certain nombre d'actions, et notamment on a mis en place un diagnostic d'évaluation du bien-être des animaux en élevage qui permet à l'éleveur de détecter là où ces pratiques sont déjà bonnes et là où il peut s'améliorer. Ce diagnostic ? Alors il est mis en place par des techniciens avec l'éleveur et il est en train d'être déployé dans tous les élevages de France. D'accord, mais les techniciens dépendent... Les techniciens des coopératives, des chambres d'agriculture, les conseillers en élevage. Donc pour vous, on est obligé de faire face à la concurrence, la mondialisation au détriment des fois du bien-être des animaux? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que nos systèmes herbivores en France ne sont pas intensifs. Jean-Claude Périquet, vous, au niveau donc, de la préparation des volailles, est-ce que vous êtes loin d'être sur un système intensif, j'imagine? Oui, évidemment, nous, mais nos collègues, je rejoins l'avis de madame, il ne s'agit pas d'imposer tel ou tel médicament en France, d'imposer telle ou telle méthode d'élevage. Il faut aussi que les pays étrangers le fassent ou bien interdire leurs produits. Je vois par exemple en Pologne, là il y a des élevages vraiment intensifs de poulets. Les poulets sont tués à moins de 40 jours, alors que normalement un poulet pour venir, un poulet normal, c'est au moins 4 mois. Donc ils sont en train d'envahir notre marché. Donc ça aura comme conséquence la suppression des élevages français. Et ça ira à l'inverse de tout ce qu'on recherche. Il faut faire attention à ça. Donc, si je comprends bien, tant qu'il n'y aura pas une harmonisation au niveau mondial de la production, personne ne voudra bouger. Ça sera difficile. On ne peut pas condamner nos agriculteurs sur ce principe-là. Mais alors, quelles mesures on pourrait mettre en place? Ou alors demander à l'État, ou alors à des plus grandes instances, en Europe par exemple? Que nos dirigeants, dans leurs réunions internationales, aient des accords avec l'étranger. Tel accord de bien-être, de médicaments, de taille d'élevage, etc. Sinon, nos paysans ne pourront pas concurrencer. Alors, vous qui préparez des bêtes de concours, votre élevage, il se traduit comment? On a souvent l'image des volailles entassées dans des hangars toutes serrées. Vous, vos volailles, vous les élevez comment? Ah oui, nous, c'est tout à fait le contraire. Nos volailles sont élevées de façon traditionnelle, généralement en plein air. Si elles sont en poulailler, elles ont beaucoup de place. On a intérêt, parce qu'on les présente à des concours comme celui qui a lieu dans ce hall. Donc une volaille qui n'est pas bien élevée, n'a pas un beau plumage, n'a pas un bel aspect, et ne recevra pas un prix important. Et pour vous, quand vous voyez des images d'élevage intensif, par exemple de poussins, c'est quelque chose qui vous révolte, ou vous dites c'est normal, c'est comme ça qu'on doit faire pour nourrir la population? Alors j'ai un certain âge, donc je suis assez mesuré. Évidemment, des poussins qui sont broyés parce que ça sera des futurs coqs ou des bêtes qui ont des pattes plus ou moins cassées, entassées l'une sur l'autre, c'est pas acceptable. Tout ça, il faut évidemment le modifier et l'améliorer. Monsieur Villemain, dans votre charcuterie, l'élevage intensif, vous devez avoir, j'imagine, beaucoup de bêtes qui viennent de là. Quelle demande vous avez de la part de vos clients quant à ça? Est-ce qu'ils préfèrent favoriser, dans tous les cas, une viande plus chère, mais où ils savent que l'animal aura peut-être une meilleure vie, aura été élevé dans de meilleures conditions? Est-ce qu'ils sont prêts à faire ce choix du portefeuille plutôt que de la condition animale? Alors il y a quelques années, on entendait, les gens disaient ça en disant nous on veut bien payer plus cher pour avoir la meilleure viande. Mais en fait, ils ne faisaient pas l'acte en fait. Alors que maintenant, on s'aperçoit qu'ils sont prêts à payer plus cher. Et il y a quand même eu 4 ans d'écart entre les deux. Aujourd'hui, on essaye de mettre avec des éleveurs des élevages différents, des porcs sur paille, des porcs plein air. Bon, nous, on habite dans le haut de la France, c'est un peu plus compliqué par rapport à l'humidité, par rapport à la région, mais on y vient tout doucement. Après, comme dit monsieur, c'est vrai que quelqu'un qui a fait des emprunts et qui s'est engagé avec une porcherie et tout ça, et qui doit respecter son engagement, c'est difficile de changer. Par contre, il y a d'autres petits producteurs qui font aussi des céréales, qui peuvent diversifier leur production et en fait faire à peu près une petite annexe avec des porcs, et c'est ces porcs-là qui m'intéressent. Et pour vous, c'est en fait la condition économique qui pousse certains éleveurs à aller plutôt vers de l'intensif plutôt que des élevages plus petits avec une meilleure qualité de vie pour les bêtes?
Je pense qu'on a eu un mode économique pendant 10 ans ou 20 ans qui a été comme ça. Aujourd'hui, il y a une demande des clients, il y a un peu tout ce qui change. Après, il va nous falloir quelques années ou quelques dizaines d'années pour que tout ce changement se fasse à la fois entre les clients, les agriculteurs, des gens comme nous qui transforment entre les deux. Merci pour donc ce point, ce débat sur l'élevage intensif. On passe maintenant à une question épineuse pour vous autour de cette table. C'est le véganisme qui prend de plus en plus de place, en France notamment. Parce qu'effectivement, les Français sont de plus en plus attentifs au bien-être animal et à l'impact environnemental lié à la consommation de viande. Hier, le collectif de défense animale L214 a diffusé une nouvelle vidéo où l'on découvre les manquements aux règles de mise à mort dans un abattoir en Dordogne. Au-delà de l'effet choc de cette vidéo, une tendance se dessine. Serons-nous tous bientôt véganes? Mathilde Couvillard-Fournois. Depuis quelques années, on constate une augmentation du nombre de véganes, des labels secrets comme le label par exemple Eve Vegan en France, et on entend souvent que consommer de la viande serait mauvais pour la planète, donc nous nous dirigeons donc petit à petit vers un monde sans viande. Les véganes ont un régime de vie très réglementé, c'est d'abord une façon de vivre basée sur le refus de l'exploitation animale. Ils ne consomment donc pas de viande, ni aucun produit d'origine animale, pas de laine, pas de fourrure, pas de cuir, d'œufs, de lait ou encore de miel. En France, les véganes sont encore très peu, car ils représentent seulement 0,5% de la population. Mais les véganes, ce sont aussi des actions choc. C'est le cas par exemple du collectif antispéciste. L'antispécisme, c'est justement le refus d'une hiérarchie entre les humains et les animaux. Le collectif 269 Libération Animale, en 2016, a créé une boucherie ouverte en plein Paris. Les véganes simulaient des scènes sanglantes d'abattage et se faisaient marquer au fer rouge comme des bêtes. On a notamment observé en 2018 une vague de violence de la part des véganes, toujours envers les boucheries. Les véganes ont vandalisé de nombreux magasins pour la cause animale. Donc être végane, ça finit parfois en bain de sang. Merci Mathilde Couvillard-Fournois. Didier Villemain, les véganes, c'est vos pires ennemis? Non, c'est pas mes ennemis, mais on s'aperçoit que c'est 0,5% et j'ai l'impression qu'en ce moment on fait un monde avec les véganes, mais qu'on arrête quoi. S'ils veulent pas manger de viande, ils mangent pas de viande. Si nous on veut manger de la viande, on mange de la viande, mais qu'on tombe pas dans des extrémistes comme ça à dire nous c'est comme ça, nous c'est comme ça. Alors malheureusement ils sortent des films, c'est regrettable et archi regrettable et il faut absolument supprimer ces conditions-là. Mais après qu'on laisse les gens, on parle Pour vous, jamais. il y a une frange des véganes qui est exubérante, qui fait de la communication à outrance. Bien sûr, on parle jamais de plaisir. Ces gens-là, s'ils mangent pas de ça, ils mangent pas de ça, mais ils ont plus de plaisir, ils ont plus rien, quoi. Moi, je sais pas, une bonne côte à l'os, une belle entrecôte bien élevée et bien cuite et bien cuisinée avec une bande de copains. Enfin, je sais pas, ça, c'est du plaisir. Et c'est pas quelque chose que vous pourrez, non, jamais, retrouver sans viande. Jamais, jamais. Monsieur Perrault, vous, est-ce que vous avez peur, 0,5% de la population aujourd'hui qui est végane, mais est-ce que vous avez peur que ça s'amplifie et que de moins en moins de Français mangent de viande et donc que vous puissiez vendre de moins en moins de vos bêtes? 0,5%, quand on voit le battage qui est autour, on a vraiment l'impression qu'ils sont plus nombreux que ça. Ils doivent avoir des finances sans limite. C'est la première chose. Vous pensez qu'il y a un lobby derrière qui finance Tout laisse à le penser parce que 0,5% de la population, même en y mettant leurs cotisations, ça ne fait pas des sommes pareilles. Hein. Après, par rapport aux abattoirs, manifestement, leurs vidéos mettent en exergue des choses pas correctes et il faut remédier à ça, c'est sûr. Après les caméras dans les élevages, je ne me vois pas filmer 8 heures par jour quand je suis au boulot, hein, ça c'est autre chose. Après, apparemment, il semblerait qu'on mange un peu trop de viande dans les pays occidentaux depuis quelques, disons, 15-20 ans. Donc il faut peut-être réduire la consommation de viande, mais après il faut savoir ce qu'on réduit comme consommation de viande. Certains s'élèvent contre le repas vegan, enfin le repas végétarien dans les cantines. Si les 4 jours d'après, c'est pour manger de la vraie viande avec des vaches qui ont pâturé de l'herbe pendant 2, 3, 4 ans, c'est pas grave de manger un repas végétarien dans la semaine. Si le reste du temps, c'est pour manger de la vache brésilienne ou ben, de l'aloyau américain importé, c'est pas la peine. Autour de cette table, est-ce que quelqu'un d'entre vous a eu l'occasion de voir comment ça se passait dans un abattoir, de voir les conditions dans lesquelles se passe l'abattement des bêtes? Caroline? Oui, j'ai déjà visité des abattoirs, oui.
Et comment ça se passe? Quel sentiment vous en avez eu? On a cette vidéo de L214 qui est sortie récemment. On voit des conditions qui ne sont pas toujours respectées, des images qui sont difficiles. Comment ça se passe aujourd'hui dans la majorité des abattoirs de France? Pour vous, ça se passe bien? Alors, je voudrais revenir déjà sur la vidéo parce que, en effet, les images sont difficiles parce que la mort d'un animal, c'est toujours difficile à regarder. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu, mais les services de l'État ont diffusé un avis selon lequel l'abattoir en question est conforme à toutes les réglementations. Donc pour vous, c'est une communication mensongère de la part de L214? En tout cas, c'est un montage qui est basé sur de nombreuses heures de vidéo avec des extraits choisis. Et c'est vrai qu'une la mise à mort d'un animal, c'est jamais facile à regarder. Moi, les abattoirs que j'ai visités font des choses dans les règles. Il y a tout un encadrement qui régit l'abattage des animaux. Il y a des guides de bonne pratique. Aujourd'hui, il y a des audits de la protection animale qui sont en train de se développer, de se déployer dans les 250 abattoirs français. Donc c'est très très encadré et il y a des responsables de la protection des animaux dans chaque abattoir. L'abattage des animaux. Donc pour vous, les images qu'on a pu voir dans ces vidéos et dans les vidéos précédentes, c'est une compilation vraiment de cas particuliers et on voit très peu de manquements de ce type. Alors, pour cette vidéo-là, c'est sûr, il y a eu un avis des pouvoirs publics et des services vétérinaires et du préfet là-dessus. Les vidéos d'avant, Interbev s'était porté partie civile si venait à être constaté un manquement à la réglementation. Donc, et pour l'instant, ça n'a jamais eu lieu? J'ai pas en tête l'historique. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour la vidéo la plus récente, les pratiques étaient conformes à la réglementation. Jean-Claude Périquet, le véganisme, c'est quelque chose aussi, alors vous élevez des bêtes de concours, mais on parle aussi là du penchant du bien-être des animaux. Est-ce que ce courant, c'est quelque chose qui vous inquiète dans votre métier, dans votre passion? Alors pour moi, l'homme est omnivore, donc il doit avoir une alimentation équilibrée et diversifiée. Donc pour moi, il n'est pas question de se passer de la viande sans excès, évidemment. Alors les 0,5% de véganes, donc c'est peu nombreux. Donc pour se faire entendre, ils sont obligés de faire des actions choc, comme les reportages que vous citez. Mais ces reportages, pour moi, ce n'est pas des montages, mais disons, ce ne sont des morceaux de l'activité, des morceaux choisis des abattoirs. C'est facile de faire un montage et puis de montrer à des gens qui s'apitoient justement en voyant ces films. Mais pour moi, non, pas question de verser dans le véganisme. Denis Perrault, vous trouvez vous aussi qu'il y a une manipulation des images de ce côté-là? Oui, il y a une manipulation des images. Et puis je voudrais préciser que quand on mange de la viande, c'est manifestement, il a fallu tuer l'animal pour le manger. Quand on mange des légumes, c'est nettement moins vendeur, évidemment, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un jardin. Si vous ne luttez pas contre les limaces, il n'y a pas de salade. Donc la limace est moins vendeur que le mouton. L'abattage d'une limace, ça ne fait pas peur. Mais pour vous, il y a une hiérarchisation, il y a une hiérarchisation de la sensibilité en fonction des animaux? Voilà. Et si on arrive à manger des légumes, c'est aussi parce qu'on a quand même lutté contre les parasites, ce qui veut dire bien souvent les tuer. Pour vous, il y a un espèce de double discours. Par exemple, on a d'autres courants que le véganisme. On a par exemple les pescétariens qui mangent seulement du poisson et ils le font, selon vous, parce qu'il y a moins d'affect pour ce type d'animaux que pour des animaux qu'on peut voir dans des champs et qui se rapprochent plus de ceux qu'on peut avoir à la maison? Oui, c'est ça. Et je pense aussi les gens ont des racines agricoles de plus en plus lointaines. Et que pour eux, quand ils imaginent tuer un animal, ils ont l'impression que c'est leur animal de compagnie qui tue. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont beaucoup plus proches de... Pour et vous, du coup, le mouton est proche parce qu'il est gentil, le cochon assez aussi, la vache, le blaireau beaucoup moins, et la limace plus du tout, quoi. Pour vous, c'est une coupure qu'il y a eu entre la population et le monde agricole qui fait que... Il y a une coupure géographique, il y a une coupure générationnelle parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont des parents paysans, vu qu'il y a de moins en moins de paysans. Et il y a une coupure aussi où une partie de la profession a eu tendance à s'arc-bouter sur sa position et sur son monde en se disant nous on sait faire, laissez-nous faire et on ne cause pas la société, alors que je crois il serait urgent de renouer le dialogue entre les uns les autres et
pour progresser ensemble. Didier Villemain, vous qui êtes charcutier, on a parlé d'action choc devant des charcuteries par des collectifs véganes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé par exemple ? Non, pas du tout. Dans notre département, on n'a pas d'association végane qui ont fait des mouvements comme ça, à casser des vitrines, tout ça pour se faire remarquer. On n'a pas été pour ça. Par contre, au niveau des abattoirs, moi je sais que je fréquente toute la filière, à la fois les éleveurs, la personne qui tue nos animaux, qui nous les livre. Et c'est des gens qui ont toujours travaillé réglementairement, honnêtement et qui sont fiers de ce qu'ils font. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens qui mangent des nuggets et du poulet, ils s'aperçoivent que maintenant, pour manger du poulet, il faut abattre les poulets. J'ai l'impression qu'ils découvrent ça. Enfin, je sais pas, c'est... Pour vous, il y a vraiment une inconséquence de la population qui ne se rend même pas compte que pour avoir le produit fini, il faut passer par l'abattage des animaux. Voilà, j'ai l'impression qu'ils découvrent ça, qu'il faut tuer des animaux pour manger de la viande, quoi. Et on vous fait des remarques des fois dans votre charcuterie, vous avez eu des clients qui vous ont... Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de débat comme ça avec nos clients. Non, pas du tout. Et est-ce qu'avec la montée de ce mouvement, vous avez vu une petite baisse de votre chiffre d'affaires ou ça se passe toujours aussi bien pour vous ? Non, pas du tout. Je vous dis, aujourd'hui, on est dans une gamme de viande de plus en plus haut de gamme et en fait, on a une clientèle qui est de plus en plus importante. Donc, on ne connaît pas cette crise-là. Caroline Guinaud, pour les véganes, quelle solution on peut donner ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un dialogue plus apaisé avec des fois des franges qui sont un petit peu extrêmes dans ce courant-là ? Alors, avec les véganes, je ne sais pas. En tout cas, nous, au sein de l'interprofession d'Interbev, on a décidé de se concerter le plus largement possible avec la société. Donc, on a engagé des concertations depuis 2013 avec des ONG de protection environnementale. FNE, FNH, WWF. On a aussi des concertations avec des associations de protection animale welfaristes qui sont là pour améliorer les conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux. Et on travaille avec ces associations-là de façon continue. Et puis, nous, on souhaite s'adresser aux gens qui consomment de la viande, aux omnivores éclairés. Je ne sais pas si vous avez vu notre slogan « Aimez la viande, mangez-en mieux », naturellement flexitarien. C'est à ces Français-là, à ces consommateurs-là qui veulent consommer de la viande en juste quantité, mais en la choisissant bien, qu'on a choisi de s'adresser et d'ouvrir le dialogue. Oui. Pour vous, c'est pas non plus votre discours n'est pas de continuer à manger beaucoup de viande, c'est le flexitarisme, c'est manger de la viande, mais de façon plus raisonnée, un peu moins chaque semaine. En tout cas, manger de la viande en la choisissant bien, en complémentarité avec des légumes, des féculents. Et puis en France, on produit une viande qui répond à un certain nombre de garanties. On a des signes officiels de qualité, le label rouge et le bio, sur lesquels on s'est engagé à des forts développements, puisqu'on vise 40% de l'offre bovine en label rouge avec un ensemble de garanties sociétales qui sont apportées. C'est ça qu'on propose aux consommateurs, à l'omnivore éclairé du XXIe siècle. Merci Caroline Guinaud. L'agriculture en question touche déjà à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis pendant toute l'émission. Merci à mes invités pour ce débat. Merci Caroline Guinaud. Je rappelle que vous êtes responsable de la commission enjeux sociétaux à Interbev. Merci Jean-Claude Périquet, président de la Fédération française de volaille. Denis Perrault, merci à vous. Je rappelle que vous êtes éleveur de brebis et secrétaire national de la Confédération paysanne. Et enfin, Didier Villemain, merci à vous. Je rappelle que vous êtes charcutier dans les Ardennes. Quant à l'agriculture en question, rendez-vous demain à 17h pour aborder un nouveau thème épineux, l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Alors surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux avec le hashtag Fréquence ESJ, en tapant Fréquence ESJ sur Facebook ou Twitter et retrouvez nos vidéos sur YouTube. Passez une très bonne fin d'après-midi sur Fréquence ESJ.